Alors, merci à vous, Éric Fassin, d'être là pour cette première conférence de l'année 2013 qui va traiter d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la démocratie à l'épreuve de la xénophobie. Alors, nous savons à quel point vous êtes sollicités, presse, radio, font appel à votre compétence pour analyser ce qui agite aujourd'hui la société française, entre autres choses, de mariage pour tous. Vous entendre est donc une grande chance. Vous êtes sociologue, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Paris 8. Vous travaillez sur la politisation des questions sexuelles et raciales en France et aux États-Unis, y compris en matière de politique d'immigration et d'identité en Europe. Je vais citer vos principales publications. En 2003, Liberté, égalité, sexualité, actualité politique des questions sexuelles chez Belfond. En 2005, l'inversion de la question homosexuelle. En 2009, le sexe politique, genre et sexualité au miroir transatlantique aux éditions de l'EHESS. En 2011, avec Véronique Margron, Hommes, femmes, quelle différence aux éditions Salvatore. Et en 2012, La démocratie précaire, chronique de la déraison d'État aux éditions de la Découverte. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais, et les temps s'y prêtent, rappeler ce qui a fondé le Collège méditerranéen des libertés en 1995 et dire ce qu'il n'a cessé d'être. Alors le CML est un lieu culturel, vous le savez, un espace public qui organise des conférences, mais il est bien plus que cela. Parce qu'il a pris l'engagement, dès sa création, de regarder de tous ses yeux le fonctionnement et l'évolution de notre démocratie. Que pouvons-nous en dire aujourd'hui? Nous ne pouvons que constater que l'universalisme républicain et ses principes laissent perdurer des discriminations qui paraissent encore à certains de l'ordre de la nature. Discrimination entre sexe, âge, handicap, couleur, origine et j'en passe. Nous savons aujourd'hui, par expérience, que les discours ne suffisent pas à faire changer une société. Il faut qu'ils s'accompagnent de nouvelles pratiques, et je pense à ce qui se fait aux États-Unis en particulier, et de nouvelles lois pour instituer la réalité que nous voulons. Or, la réalité que nous voulons, c'est celle que nous inventons, hors de toute loi naturelle, entre guillemets. Rappelez-vous, nous étions, les femmes, soumises et vouées uniquement à la procréation. Or, nous avons inventé la contraception en 1965, la loi Neuwirth. Nous avons inventé le droit à l'avortement, et les femmes ne sont pas devenues pour autant, excusez-moi du terme, des salopes. La société donc s'invente et ainsi quitte l'état de la nature. La société s'invente, elle n'est donc pas invariante. Et c'est tant mieux, car il y va de son énergie et peut-être même de la source de sa vie. Aujourd'hui, la revendication démocratique irrigue non seulement l'espace public, mais également la sphère privée, rejetant toutes les inégalités, relevant de l'ordre supposé de la nature entre les sexes, autorisant ainsi, enfin, l'autonomie du sujet. Toutes les foules n'y pourront rien. Le sujet démocratique est en marche, même si son combat, même si son parcours est encombré d'obstacles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette invitation. Il faut le brancher. En allumant, c'est encore mieux. Voilà, c'est bon. Donc, je vous remercie beaucoup pour la présentation, pour l'invitation, pour l'accueil. Je suis très heureux de venir vous parler ici de mon travail. Peut-être quelques mots d'abord pour présenter justement ma manière de travailler, qui n'est pas forcément la manière de tous les sociologues, même si je ne suis pas isolé, mais que je voudrais essayer de préciser. La première chose, c'est que je crois que le travail que je fais relève de ce qui peut s'appeler une sociologie publique. Une sociologie publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mes yeux, la sociologie ne parle pas qu'aux sociologues. Autrement dit, ce dont parle la sociologie, c'est ce qui se passe dans la société. Or, tout le monde est concerné par ce qui se passe dans la société. Il me paraît donc important, même si ça n'est pas la seule vocation de la sociologie, d'essayer de faire en sorte
que ce que l'on raconte quand on est payé par l'État, comme c'est mon cas, puisque je suis fonctionnaire et donc payé par l'État pour non seulement enseigner, mais aussi faire de la recherche, de faire en sorte que ces recherches et cet enseignement, ils concernent le public. Le terme est un peu flou, mais ça veut dire en tout cas quiconque veut bien s'y intéresser. Ce qui oblige à réfléchir un peu au statut du savoir sociologique. Je commence de manière un peu abstraite, mais j'espère que ça vous paraîtra plus concret d'ici la fin de mon exposé. Le statut de la sociologie, ce n'est pas une science qui serait au-dessus du monde. Et en particulier, il me semble qu'il n'est pas possible de développer des langages sociologiques qui n'auraient aucun rapport avec les langages sociaux ordinaires. Pour ma part, je n'utilise à peu près aucun terme technique, aucun jargon, non pas qu'il soit forcément problématique d'utiliser un vocabulaire propre à sa discipline, mais qu'il me paraît important de ne pas oublier qu'au fond, nous parlons toutes et tous de la même chose, c'est-à-dire de la société, de telle ou telle société, et que donc il n'y a pas de ce point de vue-là une extériorité complète de la sociologie par rapport au monde dans lequel elle s'inscrit. C'est une des raisons pour lesquelles je consacre une partie importante de mon temps à intervenir pour des publics non scientifiques. Ce soir, bien que nous soyons dans une université, ça n'est pas un public qui a vocation à être scientifique, même s'il y a sans doute des universitaires ou des étudiantes et étudiantes dans le public. Donc, mais c'est vrai de la même manière dans des interventions de type médiatique. Il me semble que c'est la même logique. C'est une logique pédagogique, mais qui ne se restreint pas à l'enseignement universitaire et qui aspire à se déployer dans d'autres espaces publics. Donc ça, c'est la première chose, une revendication de sociologie publique, et qui a des conséquences, encore une fois, sur la manière même de faire de la sociologie. Il ne s'agit pas de faire de la vulgarisation, c'est-à-dire il ne s'agit pas, en gros, de dire « j'ai un travail noble », mais je vous en communique une version qui serait une version plébéienne. Il ne s'agit pas de ça. Au fond, c'est la même chose. On peut bien entendu s'adapter à son public, mais ça on le fait toujours, quel que soit le public, y compris dans le monde universitaire. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je souhaiterais souligner, c'est que ce travail de sociologie est aussi un travail engagé. Et donc je souhaiterais expliquer les conséquences de ce parti pris qui, là encore, ne fait pas l'unanimité. De même qu'un certain nombre de sociologues, ce qui est légitime, peuvent revendiquer de construire la sociologie en se démarquant du sens commun. C'est en particulier quelque chose qui est très présent dans la sociologie de Pierre Bourdieu. Et donc, ça n'est pas quelque chose que je reprends à mon compte. Mais de même, il peut y avoir une volonté de revendiquer la neutralité sociologique. Et c'est un terme qu'on entend en particulier de manière un peu plus savante, en référence à Max Weber, quand on parle de neutralité axiologique. Vous savez, Max Weber, c'est le sociologue dont on reprend toujours en français le titre d'un ouvrage qui, en fait, n'existe pas comme ouvrage à l'origine, mais ce sont deux conférences qui ont été rapprochées et traduites en français sous le titre « Le savant et le politique ». Avec l'idée qu'il y aurait d'un côté le savant et de l'autre le politique, et qu'il ne faudrait surtout pas mélanger les deux, et que la neutralité axiologique, ça voudrait dire que le politique c'est politique, et que le savant, ben, c'est d'autant plus savant que c'est moins politique, que ce serait en quelque sorte un jeu à somme nulle, que plus c'est politique, moins c'est savant, et inversement. Il me semble que cette vision des choses n'est pas fondée scientifiquement et qu'elle est problématique politiquement. Elle n'est pas fondée scientifiquement. D'abord, il est utile de savoir que ce n'est pas du tout ce que pensait Max Weber, même s'il est utilisé comme référence pour justifier cette position. Il expliquait par exemple dans un texte, dans ses essais sur la théorie de la science, il expliquait que, et c'est assez amusant parce que c'est dans un langage qui est devenu un petit peu étranger à nous, il disait, j'entendais quelqu'un qui disait il n'y a pas de problème s'il y a un juriste, un prof de droit qui est socialiste. Alors socialiste au sens du début du XXe siècle, bien sûr. Pas de problème. Ça prouve que je suis très ouvert, très tolérant. Mais quand même, il ne pourrait pas y avoir un prof de droit anarchiste. Pourquoi? Parce que l'anarchiste ne croit pas au droit. Et donc, il ne pourrait pas être prof de droit. Et Max Weber dit, pas du tout. Le fait qu'il soit anarchiste, le fait qu'il ne croit pas au droit, lui donne un regard particulier sur le droit qui, à condition bien sûr qu'il soit compétent, peut faire de lui un très bon juriste. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout là dans l'idée que plus on est neutre, mieux c'est, mais ça veut dire que le point de vue qu'on peut avoir sur le monde, eh bien, il peut se convertir en une logique de savoir, de compréhension. C'est parce qu'il est anarchiste
qu'il va comprendre certaines choses, ou bien qu'il va les voir autrement, qu'il aura, dit Max Weber, un point d'Archimède pour faire levier pour comprendre le monde. Donc pour ma part, je revendique cette vision-là du travail scientifique, c'est que le fait que je ne sois pas désintéressé, mais qu'au contraire je sois intéressé, que je m'intéresse au monde, que j'ai des opinions, que je m'intéresse au féminisme, que je m'intéresse aux questions des minorités sexuelles, aux questions raciales, aux questions d'immigration, eh bien ça me donne envie de regarder certaines choses. Ça ne veut pas dire que ça suffit pour que ça fasse un travail scientifique, mais ça peut être un point de départ. Et donc c'est ça que je voudrais revendiquer, c'est qu'être engagé, c'est en avoir quelque chose à faire de ce qui se passe dans le monde. Or ça c'est important pour comprendre le monde, parce que si on regarde le monde du point de vue de Sirius, c'est-à-dire si au fond on se dit ça ne me concerne pas, il se peut qu'on manque l'essentiel. C'est-à-dire que le monde social, il est organisé par le fait que les gens ils en ont quelque chose à faire. Et donc si on oublie ça au moment de faire son travail, on risque de passer à côté de quelque chose de très important. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais dire très rapidement, c'est cette revendication de faire une sociologie qui est non seulement publique, mais également engagée. Le troisième point, c'est le fait de revendiquer, de m'intéresser à l'actualité. Je vais l'évoquer assez rapidement, mais en même temps il est important pour moi. Les sciences sociales regardent souvent avec une certaine circonspection l'actualité. Pourquoi? Parce que l'actualité, c'est la province des journalistes. Et la question se pose toujours de savoir, au fond, quelle est la frontière entre le travail des journalistes et le travail des sociologues, et plus généralement des sciences sociales. Donc comment séparer les choses? Et donc beaucoup de gens en sciences sociales, et en particulier en sociologie, sont très attentifs à dire « je récuse l'actualité parce que c'est les journalistes qui s'en occupent. Moi, je m'occupe de questions plus importantes, éventuellement structurelles, et donc des questions qui ne sont pas prises dans cette espèce d'écume des jours qui ferait l'ordinaire des journalistes. » Pour ma part, je revendique de renverser en quelque sorte la perspective, c'est-à-dire de considérer qu'il n'y a pas de raison d'abandonner toute une partie de la réalité à un corps de métiers différent. Si on s'intéresse à la société, il me semble qu'on a intérêt à s'intéresser aussi à l'actualité. Toutefois, il me paraît important d'essayer d'y réfléchir dans des termes qui ne soient pas identiques à ceux qui nous sont proposés dans les médias, parce que sinon, il n'y a pas de raison, et c'est une de mes motivations principales, il n'y a pas de raison qu'on continue de payer des sociologues s'ils font la même chose que des gens qui sont payés pour faire autre chose. Donc, il me paraît important d'essayer de réfléchir en quoi on fait quelque chose qui a une spécificité qui ne serait pas fait si on n'avait pas ce luxe, ce privilège qui est que l'État nous dit eh bien, faites des recherches. Alors, ce n'est pas forcément l'État. Par exemple, aux États-Unis, les sociologues peuvent être payés par des universités privées, peu importe. Mais en tout cas, d'avoir un métier particulier, enfin, ça n'est pas peu importe, mais avoir un métier particulier et essayer d'en faire quelque chose. Donc, pour l'actualité, j'ai proposé, et dans un ouvrage récent, donc Démocratie précaire, qui essayait de parcourir les années Sarkozy, et je vais y revenir, j'ai essayé de proposer une distinction entre les actualités et l'actualité. Les actualités, ça veut dire quoi? Les actualités, c'est ce qu'on lit dans les journaux, tout simplement. Et il me semble que ça définit une temporalité qui est très importante dans le monde où nous vivons, qui est partagée par les journalistes et les politiques. Les politiques et les journalistes, me semble-t-il, aujourd'hui, vivent dans la même temporalité, qui est la temporalité des actualités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une temporalité qui est faite d'une sorte d'auto-effacement permanent. Si vous prenez les pages sur Internet des journaux, eh bien si vous allez sur la page d'accueil de Libé, vous y allez, 1 heure plus tard vous y retournez, c'est plus la même chose. Et c'est pareil, bien sûr, pour l'ensemble des journaux, je ne cible pas particulièrement Libération. Donc il me semble qu'il y a là quelque chose de caractéristique, c'est que bien sûr, il y a une mémoire sur Internet, mais qu'en même temps, ce qui nous saute aux yeux, c'est les dernières nouvelles. Et de fait, on voit bien que la logique médiatique, c'est la logique des nouvelles. News en anglais, ça dit bien les choses, c'est-à-dire, ça n'est intéressant que parce que c'est tout nouveau. Et on sait bien l'emballement temporel que ça peut provoquer.
on le voit avec ce qui s'est joué tout particulièrement autour d'Internet depuis un certain nombre d'années. On s'en était rendu compte, par exemple, avec l'affaire Monica Lewinsky, l'emballement médiatique avait joué un rôle très important et on avait pris conscience de cette temporalité accélérée qui caractérisait le monde médiatico-politique. Pour le dire de manière plus polémique, même si il n'y a pas de raison de considérer que ça n'a aucun intérêt, mais pour le dire de manière plus polémique, j'avais proposé une comparaison avec le poisson rouge dans son bocal. Vous savez que la mémoire du poisson rouge est censée être assez courte, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait son tour de bocal, il est un peu surpris de découvrir cet endroit complètement nouveau, que pourtant il a déjà rencontré 23 000 fois dans la semaine précédente. Et c'est ce qui est repris dans Nemo, le film animé de Disney, ou c'est peut-être pas de Disney d'ailleurs, où on voit Dory qui se présente régulièrement. Bonjour, je m'appelle Dory. Bonjour, je m'appelle Dory. Autrement dit, il me semble que cette temporalité-là, c'est celle qui caractérise le temps médiatico-politique, l'auto-effacement permanent. Ça permet que les hommes politiques sont toujours, et je dis bien les hommes en particulier, sont toujours en train de dire « Bonjour, je m'appelle Dory ». Cet auto-effacement permanent de la temporalité des actualités me paraît important. Donc, ça c'est les actualités. Mais pour ma part, j'essaie de suggérer que travailler sur cette même réalité ne condamne pas à être dans la même temporalité. Et donc, je revendique qu'on peut distinguer des actualités médiatico-politiques, l'actualité, c'est-à-dire une manière de penser ce qui est en train de se passer. Et une manière de la penser qui soit historique. Ça veut dire quoi, historique? Ça veut dire que le présent n'est pas refermé sur lui-même. C'est là qu'on échappe au poisson rouge, si vous voulez, ou à la mémoire du poisson rouge. Donc cette temporalité, elle est traversée par l'histoire, autrement dit, il y a d'une part un passé et d'autre part un présent. Et enfin, il y a un avenir. Donc toute cette dimension temporelle, il me semble qu'elle est importante et c'est quelque chose qu'à mon avis, une sociologie de l'actualité peut essayer de donner à penser, c'est la présence de l'historicité jusque dans le présent. L'histoire, c'est pas seulement le passé, l'historicité, elle est inscrite à chaque instant. Et donc l'actualité, ça n'est pas un présent immobile, comme de l'eau qui dort. En fait, le présent, il est traversé par l'histoire, il est traversé par le passé et il est porteur de l'avenir, et donc il est entièrement historique. Donc il me semble très important de ne pas considérer qu'il y a d'un côté l'histoire et de l'autre le présent, puisque l'historicité, elle est inscrite dans le présent. Donc voilà une revendication dans mon travail que j'essaie de mettre en avant, c'est le fait qu'il n'y a pas de raison de considérer que sur l'actualité, il n'y a rien à dire de sérieux, qu'il y aurait juste à dire des choses éphémères. En fait, il me semble que précisément, penser l'actualité sans la réduire à l'éphémère et à l'écume des jours est un enjeu important. Alors ça pose une difficulté, puisque le point de départ, comme nous en avions convenu de mon intervention de ce soir, c'est un ouvrage qui a déjà paru il y a plusieurs mois. Donc vous pourrez se dire, à quoi bon? Si on parle de l'actualité, est-ce qu'on est immédiatement périmé? Or, c'est une question qui était posée dans ce livre, puisque ce livre reprenait en partie des textes déjà publiés, et déjà publiés en grande partie dans la presse. Donc, on pourrait se dire, c'est entrer dans la logique que je viens de décrire, celle d'un auto-effacement permanent, d'une absence de profondeur historique, d'une négation de la mémoire. Et en réalité, ce que je voudrais suggérer, c'est que justement cet effort pour revenir constamment en arrière, mais en arrière même sur une période très récente, pour essayer de voir comment les choses bougent, pour voir ce qui est en train de se passer, et donc pour voir les petits déplacements, ou bien au contraire repérer les absences de déplacement, ça peut être ça, travailler sur l'actualité. Donc ce livre, il a été écrit pour sa plus grande partie pendant les années Sarkozy, il a été conclu à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, et il a été publié juste avant l'élection présidentielle. À mes yeux, il est donc intéressant d'essayer, pour moi-même en tout cas, de le repenser à la lumière d'aujourd'hui, pour se demander dans quelle mesure
les questions qu'il pose appartiennent-elles au passé, ou dans quelle mesure appartiennent-elles entièrement au présent encore. Et pour anticiper sur la réponse, je ne crois pas que la question du rapport entre démocratie et xénophobie ait disparu depuis l'élection présidentielle. J'y reviendrai. Et donc, je ne crois pas que l'actualité nous condamne à cet auto-effacement permanent, à cette date de péremption presque immédiate, un peu comme des yaourts qui, bon, peuvent durer une semaine, 2 semaines, mais enfin, quand même, on ne va pas les garder 6 mois. Il me semble qu'il n'en va pas de même d'un travail sociologique sur l'actualité. C'est ce que je voudrais essayer de suggérer. Alors, après ces préambules méthodologiques, si on veut, sur la manière de travailler, sur la manière de se poser des questions, je voudrais maintenant préciser mon usage du mot démocratie. Il se trouve que les lignées en sciences sociales au sens large dans lesquelles je m'inscris, d'une sociologie critique, pourrait-on dire, ne parlent guère de démocratie. Je vais prendre 2 exemples de 2 auteurs qui, pour moi, ont joué un rôle très important. Pierre Bourdieu d'un côté, Michel Foucault de l'autre. Ni l'un ni l'autre ne parlent de démocratie. La démocratie n'est pas une question pertinente. Pour Pierre Bourdieu, on voit bien que tout un pan essentiel de son travail a consisté à montrer combien il y avait en quelque sorte une illusion républicaine. L'école républicaine était censée assurer une sorte de méritocratie, mais en réalité, elle ne faisait que reproduire, c'est la reproduction, elle ne faisait que reproduire l'ordre social sans révéler les mécanismes de cette reproduction. Dans ce cas-là, on voit bien qu'au fond, on se raconte des belles histoires sur la République et la démocratie, mais la réalité, c'est qu'on peut écrire des livres qui après s'appellent la noblesse d'État, autrement dit, pointer des continuités entre un univers aristocratique d'Ancien Régime et un univers qui se prétend républicain, voire démocratique. Donc la question de la démocratie, elle est en creux dans l'œuvre de Pierre Bourdieu, me semble-t-il, comme une question qui relève plutôt des illusions que la sociologie va se charger de dissoudre. Et si vous regardez chez Michel Foucault, il en va de même, me semble-t-il, et il y a là un effet, pour dire vite, de génération, c'est-à-dire toute une pensée critique qui a essayé de se construire contre l'illusion de la République démocratique des années 50 et 60, donc de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc il me semble qu'on trouve la même chose chez Michel Foucault, c'est-à-dire qu'il parle de politique, mais ces chronologies ne sont pas du tout les chronologies de l'histoire politique. Par exemple, la Révolution française n'apparaît pas dans l'œuvre de Michel Foucault. Ça n'est pas un événement pertinent. Parce que l'histoire de la politique est une histoire des mutations d'un régime qui est celui de la souveraineté à un régime qui est celui de la biopolitique. Eh bien, ça n'est pas l'idée d'une émancipation démocratique, c'est l'idée d'une mutation du pouvoir, c'est l'idée de nouvelles formes de contraintes qui s'exercent sur nous à travers les disciplines sur les corps et le contrôle biopolitique des populations. Donc vous voyez bien, là encore, la question de la démocratie n'est pas pertinente et à bien des égards, il va y avoir une tentative chez Michel Foucault pour montrer la continuité entre des régimes libéraux démocratiques et des régimes qui ne le sont pas. Tous participent, à certains égards, de mêmes logiques de pouvoir qui sont beaucoup plus larges qu'une simple histoire politique de la démocratie. Or, pour ma part, je crois qu'il est utile aujourd'hui, sans renoncer à cet héritage de pensée critique dans lequel je m'inscris, mais il me paraît utile d'essayer de penser, d'utiliser la catégorie de démocratie, et donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Mais en quel sens? Alors pour ma part, j'ai été amené d'abord à me poser la question dans le contexte des questions sexuelles, c'est-à-dire des enjeux autour du genre et de la sexualité. Je ne vais pas le développer longuement aujourd'hui, puisque ça n'est pas l'objet de la conférence, même si, bien entendu, ces questions ont une actualité qui ne nous aura pas échappé. Mais, en tout cas, j'en avais été amené à formuler l'idée, à la fin des années 90,
c'est-à-dire au moment où avaient lieu les débats sur le Pacs et la parité, j'en étais arrivé à me poser la question de savoir pourquoi il y avait de telles passions qui se déchaînaient. Et manifestement, c'est encore le cas aujourd'hui, on le voit bien. Qu'est-ce que la plupart des gens en ont à faire du fait qu'on touche par exemple au mariage? Alors on peut se dire c'est évident, c'est important, mais il me semblait important de se demander mais pourquoi? Après tout, il y a des tas de choses importantes, pourquoi celle-là est importante? Pourquoi par exemple aujourd'hui, on peut avoir des centaines de milliers de personnes dans la rue pour défiler sur le mariage, mais si vous essayez de faire une grande manifestation sur la question des Roms, à mon avis, vous n'aurez pas 500 000 personnes dans la rue. Donc, 500 000 comme une sorte de moyenne entre 340 et 800. Hein. Donc, il me semble qu'il y a là quelque chose d'intéressant, c'est que manifestement, le traitement des Roms suscite des indignations morales moindres que la possibilité d'ouvrir le mariage à des couples de même sexe. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et mon hypothèse, c'est que nous vivons dans des sociétés qui se disent démocratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des sociétés qui disent l'ordre du monde, il est défini par nous et non pas par des principes antérieurs à nous. Donc, ce n'est pas Dieu qui définit l'ordre social. Ce n'est pas la nature qui définit l'ordre social. Ce n'est pas la science non plus. Ça n'est pas la tradition non plus. Nous vivons dans des sociétés qui disent « Non, non, c'est nous. C'est nous qui faisons les lois. » Alors après, le « nous » est évidemment un peu compliqué, mais ça veut dire que nous considérons collectivement aujourd'hui, me semble-t-il, que les lois et les normes ne nous sont pas données une fois pour toutes en dehors de l'histoire, mais qu'elles sont des enjeux politiques d'aujourd'hui. Donc elles ne sont pas données par un principe transcendant au-dessus de nous, mais elles sont convenues par nous, donc de manière immanente. Ça ne vient pas d'au-dessus, ça vient d'ici. Ça, il me semble, c'est ce qu'on peut appeler une société démocratique, ou plus exactement, c'est la manière dont les sociétés démocratiques se racontent leur propre fonctionnement. Vivre dans une société démocratique, c'est vivre dans une société où on se dit le fait que nous payons tant d'impôts, ou le fait que nous ayons des quotas d'immigration, ou le fait que nous ayons tant d'étrangers, ou le fait que nous allions au Mali, ou etc. Ces questions-là, elles ne nous sont pas dictées par Dieu, elles ne nous sont pas fixées par la nature, elles ne nous sont pas imposées par la tradition, c'est nous. Alors après, bien sûr, il y a des batailles pour savoir qui est nous. Mais il me semble que ça, c'est une caractéristique. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut aller et étendre cette logique démocratique à tout? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des limites? Les impôts, d'accord. La flexibilité du travail, d'accord. C'est nous. Encore une fois, hein, ce nous, avec beaucoup de guillemets, vous l'imaginez peut-être. C'est nous. Mais quand même, nous dit-on, le sexe, c'est pas nous. Le sexe, il nous est donné. Il nous est donné par la biologie, il nous est donné par la nature, il nous est donné par Dieu, il nous est donné par la tradition, que sais-je encore. Et quand je dis le sexe, ça veut dire à la fois qui est un homme et qui est une femme, mais ça veut dire aussi c'est quoi un couple, ça veut dire c'est quoi la famille, c'est quoi la filiation, etc. Donc, toutes les questions sexuelles, eh bien la question c'est de savoir, est-ce qu'elles sont, comme tout le reste, régies par des logiques démocratiques, c'est nous qui décidons, ou bien est-ce qu'elles sont régies par des principes transcendants? Ça nous a toujours déjà été donné d'avance. C'est ça la bataille politique qui se joue autour des questions sexuelles, me semble-t-il, qu'il s'agisse de la place des femmes, qu'il s'agisse des minorités sexuelles, qu'il s'agisse de la famille, de la conjugalité, etc., etc. Et donc, il me semble qu'un des enjeux politiques majeurs, pas seulement en France, mais dans beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le monde, c'est l'extension de la logique démocratique au sens où je l'ai définie, aux questions sexuelles. Donc, ce que je résume d'un terme qui est celui de démocratie sexuelle. La démocratie sexuelle, c'est le fait de vivre dans des sociétés où un enjeu politique majeur aujourd'hui est de savoir si l'on peut étendre la logique démocratique, c'est nous qui décidons et non pas un principe transcendant, est-ce qu'on peut l'étendre même
à une question telle que c'est quoi le mariage? Ou c'est quoi la famille? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Donc, la notion de démocratie, elle m'a été utile pour essayer de penser cette question-là. C'est-à-dire la remise en cause de l'idée que les normes qui organisent l'ordre social auraient toujours déjà été données. Qu'au fond, donc, elles échapperaient à la politique et à l'histoire. La bataille, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des limites aux logiques démocratiques, historiques, politiques, ou pas. Mais cette logique-là, cette bataille-là, c'est une bataille politique qui organise nos sociétés aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que les adversaires de ce que j'appelle la démocratie sexuelle, qui considèrent qu'il ne faut surtout toucher à rien, évidemment, ils appartiennent aussi à la démocratie sexuelle, c'est-à-dire qu'ils tiennent un discours politique sur l'ordre du monde. Le pape, même si personne ne peut l'accuser d'être un héros enthousiaste de la démocratie sexuelle, participe de cette logique à son corps défendant, si l'on peut dire. Donc, il me semble qu'il y a là quelque chose qui amène à penser à la question démocratique comme à un enjeu politique. Non pas comme à une réalité éternelle, mais comme au lieu même de la bataille politique. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai été amené à m'intéresser aux questions de démocratie. Mais il y a une deuxième raison qui est également conjoncturelle, ce sont précisément, pas seulement les années Sarkozy au sens du mandat du président de la République, mais la question de l'immigration et de l'identité nationale telle qu'elle a été posée avant même que ne soit formulée cette proposition d'un ministère en 2007 pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Et il ne s'agit pas seulement de la France, puisqu'on a pu s'apercevoir que ce qui s'est passé en France s'inscrit dans une histoire européenne, d'une part, et dans une histoire internationale, d'autre part. Cette histoire internationale, c'est celle de l'après 11 septembre. Après le 11 septembre, la question de l'opposition entre nous et eux est devenue centrale, non seulement dans les débats français, non seulement dans les débats européens, mais dans le monde entier. En particulier autour de l'islam, bien sûr, mais pas seulement. On voit bien qu'en Europe, il ne s'agit pas seulement de l'islam, mais aussi de l'immigration, qui n'est pas nécessairement musulmane, c'est-à-dire très souvent de l'Afrique. Qu'il s'agisse du Maghreb ou qu'il s'agisse de l'Afrique noire. L'opposition entre nous et eux, c'est une opposition qui peut être pensée dans des termes explicitement raciaux ou bien dans des termes supposément religieux. Mais au fond, peu importe, la logique est la même, c'est la question de savoir quelle est la différence entre nous et eux, en supposant une extériorité entre les uns et les autres. Or, cette logique, elle a rencontré la question de la démocratie sexuelle. Pourquoi? Parce que dans les années 2000, on a commencé à voir comment l'opposition entre eux et nous, elle pouvait être formulée en des termes qui suggéraient que le problème qu'on rencontre chez eux, c'est que eux ne seraient pas du côté de la démocratie sexuelle, alors que nous, si. Nous traitons bien nos femmes, nous traitons bien nos homosexuels, eux, non. C'est ce qu'on a entendu, par exemple, lorsque le président Bush a proposé d'intervenir en Afghanistan, au début des années 2000, son épouse, Laura Bush, dont on n'avait guère entendu jusqu'alors le féminisme s'exprimer, a dit « c'est pour aller émanciper les femmes afghanes ». Donc on voit bien que ça c'est une rhétorique nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de dire nous avons des intérêts, ou il ne s'agit plus seulement de dire nous avons des oppositions de valeurs. Là, ce sont des oppositions de valeurs qui entrent dans un registre qui est celui de la démocratie sexuelle. Ça a joué un rôle géopolitique, c'est-à-dire que, alors que depuis la fin de la guerre froide, donc après 1989, on a parlé d'un conflit des civilisations, c'est le terme utilisé par le néoconservateur Samuel Huntington, eh bien dans les années 2000, on a commencé à parler d'un conflit sexuel des civilisations. Donc la différence entre eux et nous, c'est que eux sont
du mauvais côté de la démocratie sexuelle et nous du bon côté de la démocratie sexuelle. Je ne précise pas le fait qu'il s'agit là d'une rhétorique. Il ne faudrait pas prendre pour argent comptant le fait que nous traitons bien nos femmes et nos homosexuels. Donc je ne vais pas empiriquement réfuter, j'imagine que si vous voulez on pourra le faire, mais que vous avez quelques idées de quelques raisons pour lesquelles on pourrait penser que nous ne vivons pas dans un monde d'égalité parfaite, par exemple entre les sexes. Ça saurait, me semble-t-il. Mais on a vu que cette logique, elle pouvait être instrumentalisée non seulement d'une manière géopolitique, mais aussi d'une manière qui était directement liée aux questions d'identité nationale. Par exemple, en 2007, pendant la campagne présidentielle, lorsque Nicolas Sarkozy lance l'idée d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qu'est-ce qu'il dit? Parce que certains l'accusent de revenir à Vichy. Et donc ça sent mauvais, ça rappelle les années 30 ou ça rappelle Vichy, et sa réponse est pas du tout. L'identité nationale, c'est républicain. Et en particulier, c'est ce qu'il développe dans un de ses spots télévisés de campagne. C'est républicain pourquoi? Parce que ça repose sur des valeurs républicaines. L'identité nationale, ça n'est pas une race, ça n'est pas une ethnie, dit-il, c'est des valeurs républicaines. Mais quelle est la seule valeur républicaine qu'il donne dans ce spot? C'est le fait que chez nous, les femmes sont libres. Autrement dit, ce qui fonde notre identité nationale, c'est que nous traitons bien les femmes. Autrement dit, c'est ça la différence avec eux. Eux, non. Nous, oui. Cette rhétorique, donc, elle joue un rôle important parce qu'elle se déploie aussi dans des procédures administratives pour avoir la possibilité de rester sur le territoire français. Mais ce n'est pas seulement sur le territoire français, on retrouve ça par exemple aux Pays-Bas. C'est un pays où la rhétorique de la démocratie sexuelle mise au service d'une distinction claire entre eux et nous a joué un rôle très important. En particulier parce qu'on a vu Pim Fortuyn, qui a été la première grande figure du nouveau populisme des années 2000 aux Pays-Bas, avant d'être assassiné par un militant des droits des animaux. Eh bien, je précise parce qu'on pourrait imaginer qu'il a été assassiné par un islamiste, eh bien pas du tout. Donc Pim Fortuyn a défendu l'idée que la raison pour laquelle il fallait défendre contre l'islam et contre l'immigration les Pays-Bas, eh bien c'était pour préserver le fait que les Pays-Bas c'est un pays de tolérance. Donc c'est pour garder notre tolérance qu'il faut nous fermer aux autres. C'est une sorte de paradoxe, pour préserver l'ouverture, il faut se fermer. Mais cette tolérance en particulier, elle est sexuelle. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de cet homme politique populiste, c'est qu'il était ouvertement homosexuel. Et qu'il disait que ça n'était pas malgré son homosexualité, mais en raison de son homosexualité, c'est-à-dire c'était parce qu'il ne voulait pas que des imams l'empêchent d'avoir, la formule était plus crue, mais d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes Marocains. La formule était un peu plus abrupte. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on voit bien là combien il peut y avoir une instrumentalisation de ce que j'ai décrit comme une logique de démocratie sexuelle à des fins qui ne servent plus tant à la démocratie sexuelle qu'une logique, soit au niveau international de conflit des civilisations, soit au niveau national, une logique d'identité nationale par opposition à l'immigration. Donc on voit bien qu'il est important d'essayer de réfléchir au statut de la démocratie dans les questions de xénophobie, puisque qu'est-ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale, en Europe en particulier? L'Europe s'est reconstruite sur l'idée qu'elle allait rompre avec la xénophobie. La xénophobie, c'était l'héritage des années 30. C'était le fascisme, c'était le nazisme. Au contraire, l'Europe allait se construire sur des principes, se construire et se reconstruire sur des principes universalistes, des principes démocratiques. Donc la xénophobie était censée être radicalement incompatible avec le projet européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Or, qu'est-ce qu'on a vu en 2010, par exemple, lorsque l'Europe a commencé à reprocher
à la France son traitement des Roms. On a vu que la commissaire européenne était elle-même critiquée. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit, je cite de mémoire, « J'avais espéré qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on ne reverrait plus de choses de cette nature. » Elle ne disait pas, c'est la même chose qu'Auschwitz, par exemple. Elle disait simplement, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale doit nous avoir appris qu'on n'a pas intérêt à entrer dans une logique qui est celle de la xénophobie et à traiter sur des critères racialisés une partie des populations européennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas ça qu'on a entendu. On a dit, oh, elle confond tout. Elle confond la Deuxième Guerre mondiale, et on sait bien que ce n'était pas des démocraties, avec nous, et on sait bien qu'on est des démocraties, et la manière dont on traite les Roms. Et là, on voit qu'il s'est passé quelque chose de très important depuis quelques années dans le débat public. C'est à quoi sert, dans le débat public, la référence à la Deuxième Guerre mondiale et aux années 30. Alors, il y a une expression qui est entrée dans le vocabulaire qui me paraît très intéressante, d'autant plus qu'il y a des glissements dans l'usage de cette expression que je voudrais souligner. C'est l'expression « le point Godwin ». Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Le point Godwin, c'est une loi, la loi Godwin, qui a été inventée sur un mode humoristique par un type qui s'appelle Godwin, et qui a dit si une conversation sur Internet dure suffisamment longtemps, elle finit toujours par une référence à Hitler ou au nazisme. Donc au fond, si les gens se disputent pendant 3 minutes, peut-être pas, mais s'ils se disputent pendant 3 jours, c'est sûr qu'ils finiront par dire « ça me rappelle le nazisme ». Donc c'est une sorte d'ironie sur l'absurdité de ces débats politiques qui finissent par tourner en rond. Et effectivement, vous avez peut-être vu que, par exemple, dans la manifestation, la Manif pour tous, comme elle s'appelait dimanche, eh bien, dans la Manif pour tous, un des héros de cette affaire, Xavier Bongibaud, avait jugé bon de trouver que l'ouverture du mariage préconisée par François Hollande avait des rapports avec le nazisme et Hitler. Donc, on a une sorte de confirmation de la loi Godwin. Le point Godwin, c'est le moment où ça bascule et où on se met à dire n'importe quoi. C'est l'absurdité. Sauf que parfois, il n'est pas complètement absurde de faire des références à la Deuxième Guerre mondiale. C'est une chose de dire on ne doit pas faire des références à tort et à travers, c'en est une autre de dire il est interdit de faire toute référence aux années 30 et aux années 40 parce que c'est tellement sacré qu'évidemment, on ne doit jamais l'utiliser pour penser le présent. Il me semble qu'au contraire, l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale, résumé avec l'expression « plus jamais ça », c'est précisément l'idée que ça doit servir au moins à ne pas refaire toujours la même chose. Or là, il y a eu un glissement dans l'expression. J'avais été très frappé dans le journal Libération, un article qui expliquait qu'on pouvait distribuer les points Godwin. Donc ça n'est plus atteindre le point Godwin, mais distribuer les points Godwin comme des bons points. Donc à chaque fois que quelqu'un fait une référence à la Deuxième Guerre mondiale, on distribue un point Godwin, pour dire, vous voyez, c'est complètement absurde. Mais du coup, on considère qu'il est également absurde que, par exemple, Nicolas Sarkozy dise que la délation en matière fiscale, ça nous rappelle le nazisme, ou bien que Viviane Reding, commissaire européenne, dise quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais espéré qu'on ne reverrait pas ça. Vous voyez le glissement. Et du coup, on s'aperçoit que la référence à la Deuxième Guerre mondiale, elle joue un rôle très important. Par exemple, il était significatif, me semble-t-il, que le jour où Nicolas Sarkozy avait lancé le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale, c'était le jour où il avait choisi comme symbole pour sa campagne Simone Veil. Parce que, évidemment, Simone Veil, c'est une histoire, et c'est une histoire qui est celle d'Auschwitz. Et donc dire « ça me rappelle des mauvais souvenirs » paraît tout à fait déplacé au moment où Nicolas Sarkozy lance l'idée d'un ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale, alors même qu'il vient d'être reconnu, en quelque sorte, d'être adoubé par Simone Veil. Mais ensuite, on a vu que la figure qui avait été nommée en fin de mandat par Nicolas Sarkozy pour s'occuper de l'office d'immigration,
c'était Arno Klarsfeld. Arno Klarsfeld, comme vous le savez, c'est le fils de Serge et Beate Klarsfeld, c'est-à-dire des figures très importantes dans la mémoire du nazisme et dans la lutte contre le nazisme, contre les nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est très difficile, lorsque on voit Arno Klarsfeld à la tête de l'Office d'immigration, de faire la moindre référence qui dise « ça me rappelle les années 30 ». Ça devient tout à fait indécent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est lui qui fait référence. Moi, j'avais été très frappé du fait qu'à propos des Roms toujours, on voit Arno Klarsfeld interroger et répondre en disant « oui, enfin quand même, on ne les emmène pas à Auschwitz ». Et là, on voit à quoi ça sert la Deuxième Guerre mondiale dans cette rhétorique. Ça sert à dire, puisqu'on n'est pas à Auschwitz, c'est pas la peine de parler de la Deuxième Guerre mondiale ou des années 30. Quand on sera à Auschwitz, il sera peut-être temps, mais aujourd'hui, non. Et vous voyez bien, là, il y a une sorte de renversement rhétorique. Au lieu de se dire, on va utiliser la Deuxième Guerre mondiale pour se dire, plus jamais ça, là, plus jamais ça, ça veut dire, ne m'en parlez plus jamais. Ne me rappelez plus tous ces mauvais souvenirs, ils sont là pour être commémorés, mais non pas pour informer le présent. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait le lien avec ce que je vous disais au début sur l'actualité. L'actualité, c'est de montrer que le présent, il a un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que le présent n'a rien à voir, puisque nous sommes en démocratie. Et la preuve que nous sommes en démocratie, c'est que la raison pour laquelle nous ne les aimons pas, eux, c'est pas parce que nous sommes racistes, c'est pas parce que nous sommes xénophobes, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas démocrates. Et en particulier parce qu'ils n'adhèrent pas à nos valeurs de démocratie sexuelle. D'où l'importance de toutes ces controverses sur le fait que les autres, ils traitent mal leurs femmes, ils sont violents, ils sont polygames, ils pratiquent le mariage forcé, ils pratiquent les mutilations génitales, et enfin, ils font porter des voiles et des burqas à leurs femmes. Vous voyez toute cette litanie de problèmes, sans parler du fait qu'ils sont extrêmement homophobes. Et d'ailleurs, nous expliquons, dans les banlieues, c'est très difficile d'être homosexuel. Autrement dit, c'est très facile dans les centres-villes. Et il me semble qu'il y a là quelque chose qui s'est développé dans les années 2000, qui a joué un rôle très important. Il me semble donc qu'il est important de ne pas présumer qu'on sait d'avance ce que ça veut dire démocratie. Il me semble, au contraire, qu'il faut bien voir que c'est un enjeu constant. Et ça n'est pas seulement un enjeu théorique, c'est-à-dire quelle définition de la démocratie nous donnons-nous, mais c'est aussi un enjeu rhétorique, c'est-à-dire comment utilisons-nous dans le débat public la référence à la démocratie. Alors je voudrais... je peux prendre encore 5 minutes. Je vais prendre encore quelques minutes pour poursuivre cette analyse. Il me semble que de ce point de vue, il est important de voir combien se reproduisent des mécanismes jusque dans les sociétés démocratiques qui, à nos yeux, paraissent étrangers à la démocratie. Donc pour ma part, j'avais trouvé très utile de m'appuyer sur un article que je citais dans cet ouvrage, un article de l'ethno-psychanalyste Georges Devreux, qui lisait Thucydide. Et Thucydide à propos de Sparte. Et je vais vous lire le résumé qu'il fait d'une histoire concernant Sparte. Et Sparte, vous le voyez bien, c'est un régime totalitaire. Et Georges Devreux, lorsqu'il pense à ces questions totalitaires, il y pense à partir d'une double expérience historique de juif qui a connu le nazisme, mais aussi qui a connu le stalinisme après la Deuxième Guerre mondiale. Donc je vous lis pour aller plus vite. Durant la guerre du Péloponnèse, les Spartiates, donc il résume Thucydide, les Spartiates avaient enrôlé dans leurs armées même les Ilotes. Les Ilotes, c'était ces espèces de populations inférieures, des semi-esclaves en quelque sorte, assez comparables à certains égards, et c'est la comparaison en tout cas que je suggère, au statut de citoyens de deuxième classe des immigrés. Cette crainte panique leur fit imaginer un stratagème pour se débarrasser de ceux qui auraient pu devenir des meneurs dangereux. Ils sont obsédés par la peur des Ilotes et construisent toute leur politique autour de ça. Ils annoncèrent donc que l'ensemble des Ilotes devait désigner ceux d'entre eux qui avaient rendu des services insignes dans la période des combats, qui méritaient donc d'être récompensés par la liberté. 2000 Ilotes, trop confiants, furent choisis de la sorte,
Peu de temps après, ces 2000 ambitieux disparurent sans laisser de traces, massacrés par les Spartiates. Et Devreux s'interroge, mais pourquoi cette folie? Pourquoi cette perversité? Et il explique bien que, en fait, afin de paralyser l'Ilote par la terreur, Sparte dut se modifier elle-même encore plus radicalement. C'est-à-dire que les Spartiates utilisent les Ilotes comme une sorte de fondement paradoxal de leur ordre social, une sorte de fondement négatif. C'est le mal, c'est le danger, c'est le problème. Mais évidemment, c'est cher payé, parce que pour se protéger de ce problème qu'on construit, eh bien, on finit par renoncer à vivre dans une société vivable. Et c'est ce qu'il dit bien, pour maintenir le statu quo dans un secteur, les Ilotes, ils durent radicalement modifier tout le reste de leur système social, qui se trouva voué à la lente destruction d'un véritable cancer social. Il me semble qu'il y a là quelque chose d'intéressant à réfléchir, et le parallèle que je voudrais proposer, c'est avec ce qu'il est convenu d'appeler en France le problème de l'immigration. Le problème de l'immigration, me semble-t-il, c'est comme les Ilotes. C'est un problème que nous entretenons, et par exemple, on a vu combien, pendant des années, on nous a expliqué qu'il y avait un gros problème, c'était les sans-papiers. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des sans-papiers. Selon les estimations officielles, c'est entre 200 et 400 000. Pour une population de 65 millions d'habitants, c'est rien. Si vous prenez aux États-Unis, c'est 11 millions, avant c'était 12 millions, avant Obama. Vous voyez la disproportion. Alors bien sûr, les États-Unis sont plus grands, mais même si vous multipliez la population par 5, vous voyez, ça nous fait passer de 1,5 million à 12 millions, donc en gros, proportionnellement, 8 fois plus aux États-Unis. Donc, entre 200 et 400 000 personnes, franchement, pour occuper le débat public pendant 20 ans, c'est pas évident. C'est un petit peu comme pour les Roms, dont on nous a dit que c'était une menace tellement urgente. Quand vous savez qu'il y en a 15 000, qu'on parle de 15 000 personnes, vous vous dites, c'est quand même bizarre que dans notre pays, le problème majeur, ce soit 15 000 personnes. Et donc, il me semble que ça demande tout un travail pour arriver à convaincre tout le monde que l'immigration, c'est notre problème principal. Et ce travail, c'est un travail, entre autres, rhétorique, c'est-à-dire qui est d'organiser le débat public, d'imposer l'idée que c'est un problème. Par exemple, ça va se faire en 2005, autour de Nicolas Sarkozy, avec la catégorie d'immigration subie. Je ne reviens pas sur l'histoire de cette catégorie, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne parle plus des sans-papiers, mais on parle d'une catégorie beaucoup plus large. Parce que s'il y a un gros problème, il faut bien qu'il y ait beaucoup de gens. Et l'immigration subie, à ce moment-là, c'est plus seulement les sans-papiers, les 200, 300, 400 000, mais c'est tous ceux qu'on n'a pas fait venir pour le travail. Donc, c'est entre autres ceux qui sont là tout à fait légalement. Par exemple, qui sont venus par le mariage. Par exemple, qui sont venus par le regroupement familial. Et par exemple, les étudiants. C'est-à-dire, c'est tous ceux qu'on n'a pas choisis. On ne les a pas fait venir, donc on les subit. C'est ça la distinction entre choisi et subi. Mais du coup, vous voyez, il y a beaucoup plus de monde. Donc, c'est un beaucoup plus gros problème. Et donc, par exemple, on peut nous dire, comme on nous l'a beaucoup dit, que chaque année, il y a une ville de 200 000 habitants qui arrive en France d'immigrés. On ne vous dit pas combien repartent, et on ne vous dit pas combien viennent, par exemple, au titre du mariage. On ne vous dit pas combien viennent comme étudiants et repartiront l'année d'après. Donc, en fait, si on veut se dire il y a un gros problème, il faut se dire il y en a 200 000 par an, plutôt que de se dire il y en a 200 000 au total. Donc, ça, c'est une rhétorique qui permet d'accréditer l'idée que l'immigration est un problème. Alors, on peut, et moi j'ai fait partie d'un collectif, Cette France-là, qui a publié un certain nombre d'ouvrages qui, à la fois produisait ses propres analyses, mais aussi relayait des analyses produites par d'autres, des économistes, des démographes, des sociologues, des politistes, des associations, etc., sur l'immigration, et dont on peut conclure, je vous passe le détail, mais que l'immigration n'est pas un problème. L'immigration n'est pas un problème, c'est-à-dire ni économiquement, ni pour les finances publiques, ni pour rien, etc. Je ne vous fais pas la démonstration, mais en tout cas, c'était notre conclusion. Et qui est confirmée par des rapports internationaux qui, par exemple, disent qu'il faudrait plus d'immigrés. Donc là-dessus, ce n'est pas l'idée qu'il en faudrait moins, c'est l'idée qu'il en faudrait plus. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que ça ne change rien. On peut dire tant qu'on veut, regardez, les études ont montré que, etc., tout le monde s'en fiche. Parce que quand même, nous dit-on, quand même, il ne faut pas exagérer, c'est bien beau d'être angélique. Mais enfin, quand même, vous savez bien que c'est un problème. Et donc, la démonstration rationnelle n'a aucune prise. Pourquoi?
Parce qu'on est face à une rhétorique dont l'efficacité s'est inscrite depuis 30 ou 40 ans. À la fin des années 1980, le Nouvel Observateur publiait un sondage en demandant aux gens qui, politiquement, est le mieux placé pour traiter le problème de l'immigration. Et le Nouvel Observateur reculait avec horreur en voyant qu'on disait Le Pen. Évidemment, si vous demandez aux gens qui va bien s'occuper du problème de l'immigration, on va vous répondre celui qui parle de problème de l'immigration. C'est-à-dire qui considère que l'immigration est un problème. Donc si vous acceptez les questions, eh bien, les réponses en découlent. Et il me semble qu'il y a là, au-delà donc de la question de la véracité et de la rationalité, il y a là un enjeu majeur qui tient à la définition de la politique. Les politiques aujourd'hui, très souvent, prétendent qu'ils ne font pas de politique. C'est-à-dire qu'ils ne font que refléter une demande populaire. Les gens veulent ceci ou cela, donc je leur donne ce qu'ils veulent. C'est une théorie de la représentation comme reflet. Au fond, moi je ne suis pas xénophobe, mais je suis un élu du peuple, et les vrais gens sont xénophobes, donc il faut bien que j'ai une politique xénophobe, c'est ma manière d'être démocratique. La démocratie, ce serait donc de refléter les aspirations supposées xénophobes des classes populaires ou du peuple, au sens plus large. Or, il me semble que la politique, c'est pas ça. La politique, ça n'est jamais ça. C'est pas seulement que je désapprouve, il me semble que c'est faux. La politique propose des représentations du monde. Elle n'est pas simplement un reflet de la réalité. Elle construit la réalité. Elle nous dit, ça c'est un problème, ça n'en est pas un. Et donc, ce que fait la politique aujourd'hui, c'est qu'elle nous dit, il y a un problème de l'immigration, et elle entretient ce problème. Et donc après, elle dit, je ne fais que répondre à votre demande, mais c'est la demande qui elle-même est produite par les politiques. Donc il me semble que nier ça, c'est nier la politique. C'est-à-dire, c'est nier la responsabilité des politiques dans le fait de poser des problèmes. Mais du coup, ça pose un problème, si j'ose dire, qui est qu'en démocratie, en principe, eh bien, on doit avoir des choix. On doit se dire, je veux ça ou je veux ça. Donc je vais voter pour les uns ou je vais voter pour les autres. Mais si on dit que les problèmes s'imposent tout seuls, eh bien, il n'y a plus de différence entre les uns et les autres, puisque les uns et les autres répondent aux mêmes problèmes. Si les problèmes sont toujours déjà donnés d'avance, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus d'alternative politique. Autrement dit, nous vivrions dans des démocraties où il n'y aurait pas d'alternative. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'alternative, c'était la phrase clé de Margaret Thatcher. C'est-à-dire, arriver à convaincre tout le monde que politiquement il n'y a pas d'alternative, c'est un discours politique d'une efficacité considérable. C'est la meilleure manière de faire en sorte qu'au lieu d'imposer un point de vue, on semble simplement constater une vérité. Donc la politique, me semble-t-il, en démocratie, ne doit pas consister à dire « je reflète la réalité », que ce soit la réalité de la situation ou la réalité de la demande sociale, mais c'est de dire « je produis un monde ». Si on ne produit pas un monde, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Et s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de démocratie. Et donc il me semble que sur la question de la xénophobie, l'enjeu est majeur. Si on considère qu'il y a un problème de l'immigration, évidemment, il n'y aura pas de différence entre les uns et les autres. Et je crois que c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui en France. On a eu un changement de régime. Rien ne permet de penser que les chiffres d'expulsion vont baisser. Il y a plutôt des raisons de penser qu'ils auraient légèrement augmenté. Autrement dit, le problème est le même. On se fixe finalement non seulement le même objectif, mais surtout le même problème auquel on veut remédier. La preuve, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on se dit, les vrais gens ne seraient pas contents si je parlais de tout ça. Donc je ne fais que refléter une demande sociale, une demande populaire. Et l'exemple archétypal, c'est celui des Roms. On l'a vu pendant l'été. Qu'est-ce qui a été très troublant pendant l'été? C'est que la politique menée par Manuel Valls rappelait étrangement celle qu'on avait vue 2 ans plus tôt après le discours de Grenoble, y compris dans la mise en scène spectaculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 2 cas, on est d'accord pour dire les Roms sont un problème.
On ne dit pas il y en a 15 000 et on s'en fiche, ou on ne dit pas, vous avez vu, de toute façon ils sont au bord des routes et c'est très dur pour eux, enfin nous, on n'habite pas au bord des routes donc ça ne nous gêne pas trop. Ça on ne le dit pas. On dit c'est quand même un vrai problème dans votre société. De quoi souffrez-vous des Roms? Donc il me semble que de ce point de vue-là, il y a une continuité qui est très frappante. Et cette continuité, elle est fondée sur l'idée qu'on ne change pas de problème. Au lieu de se dire je vais imposer mes problèmes, c'est-à-dire je vais définir de quoi on parle, à travers quelles lunettes on regarde le monde, quelle grille de lecture on va essayer de poser sur la réalité, on se dit, c'est pas moi qui choisis. C'est comme pour l'économie, ça s'impose à moi, j'y peux rien. Ça n'est pas moi qui, en tant que politique, vais prétendre dicter quoi que ce soit à la réalité. Et donc on voit bien en quoi c'est très dangereux pour la démocratie, non seulement pour des raisons évidentes, à savoir le fait qu'il peut y avoir des abus en termes de droit, non seulement parce qu'il y a la xénophobie elle-même, mais parce que c'est un renoncement à une conception démocratique de la politique, c'est-à-dire une conception fondée sur des alternatives. Donc je crois qu'il est important de voir combien c'est dangereux. Et je terminerai là-dessus. Vous savez qu'on a beaucoup parlé à propos de François Hollande, du moins pendant la campagne présidentielle et au début de son mandat, d'un président ou d'un candidat normal. Ce terme est un peu passé de mode. Mais il me semble qu'il aidait à penser quelque chose, c'est-à-dire le rapport aux normes. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas? Or, il me semble qu'il s'est joué quelque chose de très important cet été autour des questions roms. Non seulement parce que la mise en scène de la lutte contre ces personnes indésirables, eh bien, elle pouvait distraire en quelque sorte d'autres sujets. Par exemple, on n'a pas parlé au même moment du traité de stabilité. Donc, les Roms, ça servait au moins à ne pas parler d'économie. C'était une des premières fonctions sociales et politiques des Roms. Alors même que c'est au même moment, au mois d'août, qu'on apprenait que le Conseil constitutionnel dispensait le gouvernement de passer par une réforme constitutionnelle. Et que donc, au fond, on n'aurait pas notre mot à dire. Ben justement, à ce moment-là, on se met à considérer que les Roms sont un énorme problème. Donc il y a ça. Mais il y a quelque chose aussi qui me paraît très grave, c'est que si au fond, on voit qu'on a eu un président qui était très critiqué par la gauche, Nicolas Sarkozy, et que ce président, il avait à la fois une mise en scène personnelle, mais aussi des pratiques politiques qui choquaient beaucoup à gauche. Et si on s'aperçoit qu'après, on change de président, et qu'on a un président qui est un type tout à fait raisonnable et sympathique, et qui fait la même chose, eh bien ça veut dire qu'au fond, le clivage n'était pas là. Ça veut dire que peut-être qu'autre chose, peut-être d'ailleurs sur le mariage gay, mais que, en tout cas, sur les questions d'immigration, il n'y a pas vraiment de clivage. On n'entend à aucun moment François Hollande dire « je vais faire quelque chose de complètement différent de Nicolas Sarkozy en matière d'immigration, en matière de traitement des étrangers, etc. » Je n'ai pas entendu une seule phrase de ce genre, ni pendant la campagne, ni après. Donc, si, en gros, un agité et un calme, pour utiliser des termes soft, et non polémiques, font la même chose, si un type qui apparaît déraisonnable et un type qui apparaît raisonnable font la même chose, ben ça veut dire que le problème, c'est pas que la politique d'avant était déraisonnable. Ça veut dire qu'elle était raisonnable puisqu'elle est faite aujourd'hui par un type raisonnable. Et donc là, il me semble qu'il y a quelque chose de très dangereux, c'est-à-dire qu'il y a le développement de ce qu'à mon sens on peut appeler une xénophobie normale. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, d'ailleurs il s'en vante pas, il n'y a pas une mise en scène, etc. Mais ça veut dire qu'au fond, nous trouvons ça normal. La preuve, regardez dans vos journaux, combien de temps a-t-il fallu pour entendre parler de la grève de la faim des sans-papiers de Lille? Est-ce que vous entendez parler tous les jours du traitement des Roms? Pas beaucoup. Or, il y a aujourd'hui une persécution quotidienne des Roms en France, avec, par exemple, le refus d'inscrire leurs enfants à l'école au mépris de la loi. Ou bien des amendes très élevées pour le fait qu'ils ont garé leur vélo à un endroit, etc., etc. Ou bien le fait qu'il y a quelques jours, des policiers auxquels apparemment des enfants roms avaient jeté des cailloux,
à leur voiture, eh bien, sont revenus et ont tout cassé dans un camp en menaçant tout le monde et les enfants avec des bombes lacrymogènes, etc. On en entend très peu parler. Ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas un problème. Parce que ce qui est un problème, c'est les Roms. Et ce qui est un problème, c'est qu'au fond, nous n'avons pas changé de problème. Et il me semble que si politiquement on ne change pas les problèmes, eh bien on n'est plus en démocratie. Parce qu'en démocratie, il faut qu'il y ait des choix. S'il n'y a pas de choix, à quoi bon être en démocratie? S'il y a un consensus, quelle est la différence entre une société démocratique et une société totalitaire? Les sociétés totalitaires revendiquent le consensus. Les sociétés démocratiques doivent revendiquer le dissensus. Le fait qu'on n'est pas d'accord, qu'on s'affronte, qu'il y a des valeurs différentes. Si au contraire, il y a simplement des problèmes partagés et des réponses communes, s'il y a tout le temps des gouvernements d'unité nationale, comme on en voit déjà dans certains pays, et comme peut-être nous en aurons en France dans les années à venir, je ne vois plus bien en quoi on peut parler de démocratie. Donc il me semble que la question de la xénophobie, ça n'est pas seulement le fait qu'il y ait des abus, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des dérapages, c'est aussi, de manière plus centrale, la normalisation de la xénophobie qui aujourd'hui menace la démocratie. Et je conclurai juste d'une phrase, on n'est pas obligé de formuler les choses de cette manière. On n'est pas obligé de se dire, quand même, l'immigration est un problème, vous le savez bien. On n'est pas obligé. On ne s'est pas toujours dit ça. On se disait le contraire il n'y a pas si longtemps. Et on ne se le dira pas toujours. C'est-à-dire que, peut-être que dans 20 ans, il paraîtra complètement aberrant qu'on ait pu poser les questions en ces termes aujourd'hui. On dira, mais vous ne vous rendez pas compte, ils étaient quand même fous à cette époque-là, ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'allaient pas pouvoir payer leur retraite. Pourquoi ils n'ont pas fait venir des immigrés? Les immigrés voulaient venir, ils avaient besoin de travailleurs, ils avaient besoin de gens pour payer les retraites. Peut-être qu'on se dira ça dans 20 ans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à l'imaginer. Que quand je vous dis ça, on a l'impression que je fais de la science-fiction. Mais comme vous le savez, si ça a changé dans les dernières décennies, bah, ça devrait changer dans les décennies qui vont suivre. La question, c'est de savoir dans quel sens. Donc on n'est pas obligé de se dire les choses comme ça. Et pour ma part, je pense qu'il ne s'agit pas de verser dans l'angélisme, de dire « Ah, les étrangers, c'est sympa ». Les étrangers ne sont pas particulièrement sympas, pas plus que les Français. Ils ne sont pas très sympas non plus. Donc il me semble que la question, c'est pas de dire « Ah, ils sont formidables ces étrangers, vive le multiculturalisme ». C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir, bien sûr qu'il y a des problèmes liés à l'immigration. Ben, bien sûr. Mais de même qu'il y a des problèmes liés à l'école. De même qu'il y a des problèmes liés à la famille. Il y a des tas de problèmes. Et le rôle des gouvernements, c'est de gérer les problèmes. C'est ça le métier des politiques. Mais il y a une très grande différence entre dire « il y a des problèmes » et dire « c'est un problème ». Il me semble qu'en matière d'immigration, on pourrait dire qu'un clivage qui devrait exister entre la droite et la gauche, c'est que si la droite dit l'immigration est un problème, la gauche devrait dire l'immigration, il y a des problèmes, mais pas c'est un problème. Je vous remercie. On va vous passer le micro. Alors, comme les démocraties doivent cultiver le dissensus, allons-y. Une première question. On aurait dit donc un consensus sur ce qui vient d'être dit. Je suis un peu assommé le public, parce que j'ai parlé longtemps. Non, c'est le problème. Merci bien. Je vais être un peu provocateur. Je suis biologiste et vous savez qu'en biologie, un corps vivant, il fait des crises de rejet lorsqu'il est agressé par l'extérieur. Alors, la question que je me pose, je ne suis pas du tout sociologue, mais je suis biologiste. Et effectivement, c'est un moyen de se défendre. Et les moyens employés pour se défendre sont d'autant plus importants que l'individu est particulier. Et je me pose la question, alors là, je m'adresse aux sociologues, parce que c'est comparaison n'est pas raison.
je sais bien, mais est-ce que, en tant que sociologue, vous n'avez pas constaté que le rejet est d'autant plus important que la population concernée a une culture plus élaborée? Je m'explique. Par exemple, comment se fait-il que les Américains ont été aussi ouverts à l'immigration? Au départ, ils en avaient besoin, bien sûr. Maintenant, peut-être un peu moins. Alors que nous sommes, en particulier, c'est ce que vous avez essayé de stigmatiser, apparemment réfractaires à l'immigration. Parce que l'immigration, c'est quand même des corps étrangers. C'est-à-dire, je constate aussi qu'en France, on a admis plus facilement certains immigrés que d'autres. Et plus facilement, à certains moments de notre histoire, que d'autres. Alors, il doit y avoir une raison. Autrement dit, les crises de rejet qu'on fait, on pourrait peut-être les analyser autrement qu'en faisant des belles déclarations, peut-être en analysant la situation. Merci. C'est bien si je fais des belles déclarations. Il me semble, historiquement d'abord, je crois qu'on a beaucoup d'études qui montrent premièrement que l'immigration n'est pas nouvelle en France, qu'elle a joué déjà un rôle très important, par exemple, à la fin du XIXe siècle. Le livre de Gérard Noiriel, Le Creuset français, qui avait été publié en 1988, montrait combien l'immigration avait été importante pour la Troisième République parce qu'elle avait permis en quelque sorte une industrialisation qui en même temps n'avait pas forcément arraché tous les paysans de leur campagne, pour dire vite. Ça ne veut pas dire que ça se passait bien. Ce même Gérard Noiriel a écrit un livre récemment sur les massacres italiens. Alors que nous serions tentés aujourd'hui de nous dire quand même les Italiens, ils sont comme nous. Ils partagent avec nous l'essentiel, ils ont la même tête que nous, ils ont la même religion que nous, etc. Ben non. En fait, la question de la différence culturelle, ça n'est pas une donnée a priori, c'est toujours construit politiquement. En fait, ça n'est pas parce que les gens sont différents, puisqu'ils sont toujours différents. La question est quelles sont les différences qui sont pertinentes. Et ça dépend des moments. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de gens considéraient, il y a quelques décennies, que les Juifs étaient vraiment inassimilables. Aujourd'hui, je n'entends plus dire ça. Ça veut dire qu'on ne considère pas les choses de la même manière. Donc c'est le regard qu'on porte. Et aux États-Unis, de la même manière, il ne faudrait pas imaginer qu'il y ait eu, de toute éternité, un regard bienveillant sur l'immigration. Il y a aussi une xénophobie très importante aux États-Unis à différents moments historiques. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a de la xénophobie? C'est pas pour des raisons culturelles, c'est pour des raisons qui tiennent premièrement à des conjonctures économiques et deuxièmement à des conjonctures politiques. C'est-à-dire que ça dépend des discours qui organisent la société. Si vous voulez, lorsque dans les années 30, vous avez en Europe des populismes xénophobes et antisémites, ben évidemment, ça va jouer un rôle important. Lorsque au même moment, enfin dans la xénophobie, etc., lorsque au même moment, aux États-Unis, vous avez Roosevelt. Ben, sur la crise économique, manifestement, il ne tient pas le même discours et il ne propose pas les mêmes solutions. Donc ça a des effets différents. Les années 30 sont moins aux États-Unis, malgré la crise économique, qui est très forte, sont moins un moment de xénophobie. Et donc de ce point de vue-là, la question, c'est pas simplement est-ce que, c'est là que la métaphore biologique, me semble-t-il, est problématique, c'est qu'elle oublie la politique. C'est-à-dire la responsabilité de ceux qui donnent sens au monde. Parce que les corps dont vous parlez, qui refusent des corps étrangers, eh ben, dans la société, ça ne marche pas comme ça. Il y a des moments où, au contraire, c'est valorisé. Il y a des moments, et ça ne tient pas seulement à des logiques économiques, encore une fois, c'est pour ça que je vous fais la comparaison entre les États-Unis des années 30 et l'Europe des années 30. La politique, ça compte. C'est-à-dire le sens qu'on donne à ce qui se passe. Donc, il ne suffit pas de se dire, et c'est bien pourquoi je défends l'idée que c'est politique, c'est-à-dire, sinon, ça veut dire que la politique consiste à refléter ce qui se passe. Je crois que c'est faux. C'est pas seulement que c'est dangereux, mais c'est que c'est faux. La politique ne reflète jamais, elle produit. Si vous avez un discours politique qui attise la xénophobie, ben évidemment que la xénophobie va jouer un rôle important.
Si vous avez des partis fascistes, eh bien évidemment que ça va jouer un rôle important. Et donc, si à l'inverse, vous avez d'autres manières, par exemple, de rendre compte de l'expérience économique des gens, si vous leur dites, c'est pas à cause des 15 000 Roms que vous êtes au chômage, il me semble que vous aurez des effets différents. Si en revanche, vous convainquez tout le monde que vraiment ces Roms, ce sont des assistés, que, etc., bah, vous aurez des pogroms comme à Marseille. Il me semble que là, la responsabilité des politiques, elle est considérable. Lorsque vous voyez, par exemple, qu'on s'est mis à avoir un débat en Suisse sur les minarets. En Suisse, il n'y avait pas de minarets. Il y en avait 2 ou 3. Donc, avoir un débat et avoir un référendum sur quelque chose qui n'existe pas, il me semble que c'est un peu comme la question de l'antisémitisme au Japon. On peut avoir de l'antisémitisme sans juifs. Donc, c'est là qu'il faut bien qu'il y ait des discours politiques pour porter ça. Donc, je pense que la métaphore biologique, elle fait l'impasse sur la politique. Et en démocratie, faire l'impasse sur la politique me paraît très dangereux. Oui, donc en ce qui concerne le rejet, le crise de rejet, il y a une notion qui existe, c'est la notion de bouc émissaire, que vous avez décrit sans la nommer, me semble-t-il, que en fait ça sert de miroir au problème de celui qui en parle, et qui traite l'autre comme un bouc émissaire. Donc les groupes de rejet, c'est vrai que, on va expliquer ça, il y a différentes phases. Moi, je me souviens avoir vu un film d'un monsieur qui s'appelait Paul Carpita sur les Ritales, en Camargue. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est à étudier. Mais pourquoi? Parce que moi, dans mon idée, je suis d'accord avec vous qu'en France, on n'est pas un État démocratique actuellement. Je ne sais pas si on a été avant, mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, comme on dit. Donc, comment expliquer ça? Parce qu'il n'y a aucune anticipation et aucune prise en compte de l'histoire, des enseignements de l'histoire, du passé et aucune prise en compte de ce que c'est la vie humaine dans son pays. Voilà ce que je pense actuellement. Donc c'est vrai que ça entretient la xénophobie. Moi j'entends autour de moi, dans les groupes où je suis, oui, bientôt on aura un président. J'ai entendu ça la semaine dernière. On aura un président arabe. La République, je réponds même plus parce que c'est même pas la peine. Les gens sont ancrés dans leur truc. Donc on aura un président arabe et bon, puis on a à peine désir que je ne sais même plus ce qu'il est parce que ça ne m'intéresse même plus. Donc je veux dire, vous l'avez dit aussi, c'est difficile aussi d'expliquer aux gens, de donner un truc raisonnable et que donc il faut prendre les choses à grande échelle. Mais si on avait une vraie démocratie, en effet, avec moi je suis un peu choquée de vous avoir entendu nommer des gens. Moi je suis idolâtre de personne, je ne suis pas un arbre mais je suis idolâtre de personne. C'est-à-dire que vous avez nommé un monsieur Sarkozy, un monsieur Hollande. Moi dans une séance comme ça ne m'intéresse pas d'entendre nommer une personne. Je veux nommer des idées, je veux nommer des programmes de quelque chose, je veux nommer... C'est incarné par des gens. Oui voilà, et alors justement j'ai entendu, dimanche j'étais avec mes amis, j'ai entendu... Une question. Je n'ai pas de question, j'ai une question que je réfléchis sur ce que vous avez dit. Non, mais là, il faut poser une question. Je sais, mais je n'ai pas de question. Merci. Pas de question. Si, on fait que des questions. Seulement, on est dans un débat. Non. Je réponds volontiers aux commentaires. D'abord sur le dernier point, il me semble qu'il est important de nommer dans la logique de ce que je dis, puisque ce que je dis, c'est que les politiques ont une responsabilité. Ce ne sont pas juste des mécanismes abstraits. Et donc, il me semble qu'il est important de considérer que les politiques, et en particulier les présidents de la République, ont une responsabilité dans un régime comme le nôtre qui est quasi monarchique. C'est-à-dire où vraiment le pouvoir de cette... Oui, mais du coup, le pouvoir du monarque, il est considérable dans la manière de définir les questions telles qu'on se les pose. Donc, je comprends votre... Oui, non, mais je comprends votre réticence, mais en tout cas, il me semble que c'est cohérent
de nommer avec le fait de considérer que les politiques sont responsables. Ce qui veut dire d'ailleurs aussi que je considère que nous sommes responsables. Je ne suis pas en train de nous exempter de tout cela, bien sûr. Et deuxièmement, sur la question, on aura un président arabe, je pense que vous pouvez facilement répondre aux gens que grâce à la xénophobie en France et aux discriminations, ça risque pas trop. Et justement, dans l'actualité, si vous voulez, dans la xénophobie actuelle, il y a la part de la religion, justement. Est-ce qu'elle n'est pas tout de même très importante? Je pense que, alors, dans les années 2000 en particulier, on a bien vu que la question de l'islam était devenue centrale. C'est-à-dire qu'au fond, on renouait quasiment avec une catégorie coloniale, puisque les musulmans français, les Français musulmans d'Algérie, évidemment, c'est une catégorie juridique. Et on a l'impression que l'idée qu'il y ait des Français musulmans est devenue une catégorie à part entière. On avait même, alors je dirais l'ancien président de la République, pour ne pas le nommer, qui avait utilisé l'expression de Français d'apparence musulmane. Ce qui était une innovation intéressante, et en fait, à mon sens, c'était une incohérence cohérente. C'est-à-dire que ça disait au fond la réalité de comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas selon des critères de vérité scientifique, bien entendu, mais on voit bien ce que ça veut dire. On voit bien de qui on parle, en gros. Donc il me semble que c'était absurde, mais d'une absurdité qui révélait l'absurdité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors oui, ça s'est beaucoup joué sur l'islam. De ce point de vue-là, je trouve que par rapport, je ne l'ai pas développé là, mais un élément intéressant par rapport à l'actualité, mariage pour tous entre humains, c'est que je vous rappelais que dans les années 2000, on nous a beaucoup dit le problème des Africains, le problème des musulmans, c'est qu'ils traitent mal leurs femmes et leurs homosexuels. En ce moment, on a l'impression que sur la question de l'homophobie, ce n'est pas forcément les musulmans qu'on entend le plus. Ou bien on a l'impression que certains des termes qui ont pu être utilisés par des autorités religieuses catholiques sont exactement les mêmes que ceux de l'UOIF, par exemple. C'est intéressant, en particulier l'idée que la polygamie, le thème de la polygamie, ou plus exactement de la polyandrie, puisque les musulmans de l'UOIF ont évité de parler de polygamie, parce qu'en général c'est ce qu'on reproche aux musulmans. Donc ils ont évité, ils ont juste dit la polyandrie, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs maris, parce que polygynie c'est plusieurs femmes, et là c'est un peu embêtant. Bon. Donc en fait il y a plutôt une convergence. Donc aujourd'hui, l'idée que nous sommes complètement modernes sexuellement, complètement libérés, complètement démocratiques dans le rapport aux femmes, aux homosexuels, etc., par opposition à eux les musulmans, c'est un peu plus compliqué. Et en particulier, moi je n'entends personne à droite aujourd'hui dire ça. Donc, c'est un progrès. C'est-à-dire que grâce à la montée de l'homophobie, on a le sentiment qu'il est plus difficile d'utiliser la démocratie sexuelle comme justification d'un discours sur l'altérité radicale des musulmans. Parce qu'aujourd'hui, on serait plutôt tenté de dire, très souvent, quand même, les musulmans, c'est des gens raisonnables, eux, ils ne sont pas pour le mariage homosexuel. Donc, il me semble qu'il y a là quelque chose il y a des déplacements, en fait. La religion peut être mobilisée à un moment donné comme la catégorie déterminante. Mais à un autre moment, ce sera autre chose. La preuve, les Roms ne sont pas très musulmans. Non, c'est bon. Merci. Vos propos sur la démocratie m'ont un peu perturbé, puisque je suis resté moi, à la vision que j'ai retenue de Jean-Jacques Rousseau aujourd'hui. Et donc, pour lui, les hommes politiques ont pour mandat d'appliquer les décisions du peuple, ce pourquoi ils ont été élus, et non pas d'appliquer leurs propres idées personnelles. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir, ça devient une oligarchie, ça devient une aristocratie. Hein, le pouvoir partagé par des élites. Alors j'avoue que votre approche m'a un peu perturbé, mais c'est peut-être là aussi l'intérêt. Deux éléments. Le premier, c'est que j'ai utilisé, enfin, j'espère l'avoir expliqué, je n'ai pas utilisé le mot démocratie au sens d'un régime institutionnel, mais au sens de société démocratique. C'est-à-dire
Ça n'est pas sans rapport, bien sûr, hein. Ça n'est pas sans rapport, et je vais y répondre sur cette question. Hein. Mais se dire que, en tout cas, ce que j'essaie de montrer, c'est ce que j'appelle société démocratique. C'est une société qui dit « je me définis moi-même ». Après, sur la question des institutions, je ne suggérais pas que les hommes politiques ne doivent en faire qu'à leur tête. Autrement dit, qu'ils ne doivent pas tenir compte des gens, simplement ils doivent proposer des visions du monde. Il me semble que s'il y a un geste, l'une des premières choses pendant la Révolution française, c'est la naissance de l'opposition droite-gauche, avec la question de où on s'assoit dans l'Assemblée nationale. Autrement dit, la question du fait qu'il y ait des choix, qui ne disent pas tous la même chose, c'est une des premières choses de la Révolution française. De ce point de vue-là, effectivement, Rousseau peut être problématique parce que c'est l'idée de la volonté générale. Mais la volonté générale, c'est un peu dangereux en démocratie. Parce que la volonté générale, si ça efface le fait que, en démocratie, encore une fois, il me paraît très important de dire que les gens ne sont pas d'accord. Sinon, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de clivage, et encore une fois, je ne comprends pas ce que voudrait dire une démocratie où tout le monde serait d'accord. Ça ressemble pour moi à un régime totalitaire. Il nous faut un débat éclairé, d'accord. Bien sûr, mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui proposent quelque chose. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des politiques qui disent « moi je dis ça » et un autre qui dit « je dis autre chose », à quoi ça sert de voter? S'ils disent tous la même chose, s'ils nous disent tous, comme Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, encore une fois, je ne vois pas en quoi il y aurait une spécificité démocratique dans ce cas-là. À quoi bon avoir une démocratie s'il n'y a pas de choix? Ça veut dire qu'on vote, mais en sachant que ça ne change rien. Le but de la démocratie, c'est que le vote serve à quelque chose. Ça n'est pas toujours le cas, on est prêt à en convenir. Mais quand même, c'est le but. Si on renonce à ce but, avec l'idée que le but, c'est le consensus national, vraiment, je pense qu'il ne reste de la démocratie que les formes, c'est-à-dire le fait qu'on va aller déposer des bulletins de vote, etc. Mais s'il n'y a pas le choix entre A et B, entre droite et gauche, par exemple, je ne vois pas en quoi c'est la démocratie. Donc, je pense que là-dessus, la vision de Rousseau est une vision antérieure à la Révolution française. C'est-à-dire, c'est avant de voir comment ça marche. Et en particulier parce que ce n'était pas un fan de la démocratie représentative. Dans la mesure où il n'y a pas de différence au sein du peuple, vous estimez qu'il n'y a plus de démocratie, mais si tout le monde est d'accord, nonobstant les sujets de la... Ben, si tout le monde est d'accord, ça veut dire que ce n'est pas un problème. Les problèmes démocratiques sont ceux sur lesquels on se différencie. Donc si par exemple, admettons en France, aujourd'hui, je vais prendre un exemple sur les politiques sexuelles. Enfin, je vais prendre deux exemples pour répondre. Tout le monde est d'accord pour dire l'antisémitisme, c'est pas bien, premièrement. Tout le monde est d'accord pour dire la pédophilie, c'est pas bien. Très bien. Bon ben voilà, c'est plus un sujet politique. On passe à autre chose. Donc de quoi va-t-on débattre? Des choses dont on n'est pas d'accord. Oui, alors pour revenir à la question de l'alternative, moi je me suis vraiment posé beaucoup de questions quand Manuel Valls a géré le dossier des Roms, parce que aussi bien la presse, les ministres, les anciens ministres de droite se réjouissaient parce qu'ils disaient lui on peut lui faire confiance parce qu'il fait comme nous. Et ça, si vous voulez, ça m'a laissé interdit. Donc ça pose la question de l'alternance, hein, comment on va gérer ce dossier. Alors ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je pose la question de, peut-être, on va rejoindre la question de monsieur sur la biologie, et la question de naturaliser les discriminations, c'est-à-dire dire qu'elles sont naturelles. C'est vrai, moi, j'ai pas un physique de bûcheron, je ne vais pas pouvoir aller couper les arbres de mon jardin, mais est-ce que pour autant, je veux dire, est-ce que c'est par là que je vais être stigmatisée? Or, naturaliser la différence, c'est au fond
c'est au fond évacuer le débat d'idées, c'est évacuer la politique. Et ça, c'est une chose qui me fait très très peur. Et ça rentre, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, pour appuyer les politiques, la pensée de la discrimination, on s'appuie à la fois sur la biologie et on s'appuie sur la psychanalyse, contrairement de façon, en ce qui concerne la famille, de façon assez étonnante. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet, parce que bon, voilà. Effectivement, je pense que, et là on peut faire peut-être le pont entre la question d'aujourd'hui, xénophobie, et la question d'actualité, si je puis dire, mariage pour tous. Quel est le rapport entre les deux? Il se trouve que les deux sujets m'intéressent et que je suis engagé sur les deux sujets. Mais si on essaie de réfléchir au rapport entre les deux, il me semble que, prenons le mot de filiation. Comme vous le savez, dans le débat sur ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage pour tous, mais en réalité ça veut dire la question de la hiérarchie ou de l'égalité des sexualités, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse de l'adoption, qu'il s'agisse de l'accès à la procréation médicalement assistée, donc de tout cet ensemble, on sait qu'en France, et plus largement en Europe, à la différence des États-Unis, ce qui pose problème, ce qui est considéré comme un problème, ce n'est pas le mariage, c'est la filiation. À la différence des États-Unis, où le débat n'a quasiment pas lieu sur la filiation, et il a lieu presque entièrement sur le mariage. Je ne vais pas prendre le temps, donc je ne vais pas expliquer mes théories de pourquoi, etc., mais ça peut se résumer, cette hypothèse, qui je crois est fondée empiriquement, par le fait qu'il y a aux États-Unis une sacralisation du mariage, qu'on veut soustraire à la politique, au débat démocratique, etc., en disant ça on n'y touche pas, c'est en dehors de l'histoire, etc., et qu'il y a en France, et un peu plus largement en Europe, mais en particulier en France, une sacralisation de la filiation. D'où le rôle des psychanalystes, à certains égards, qui apparaissent comme en quelque sorte les garants de la loi majuscule. Et en particulier, il y a en France une histoire spécifique qui est celle du lacanisme, qui a beaucoup utilisé les majuscules. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait en quelque sorte un ordre au-dessus de l'ordre social. Et de ce point de vue-là, on voit bien pourquoi, à la fin des années 90, certains se sont tournés vers la psychanalyse pour qu'elle vienne rappeler des lois transcendantes, alors même qu'on était en train d'introduire la question démocratique dans la question de la conjugalité et de la famille. Donc l'invocation de la psychanalyse comme un référent transcendant, quelque peu paradoxal, puisque ça met la psychanalyse en position de religion, est confirmée par le fait qu'une des grandes figures religieuse du débat sur les Pax était Tony Anatrella, qui était à la fois psychanalyste et prêtre, et qui était chargé par le Vatican de suivre ces questions sexuelles, tout en étant psychanalyste. Donc il y a eu des circulations entre les registres qui ont été par exemple discutées par mon collègue psychanalyste Michel Thor dans son livre Fin du dogme paternel, et sur lesquels il est revenu dans une tribune il y a quelques jours dans le journal Libération. Ça, c'est pour le côté mariage, filiation et tout ça. Enfin, mariage, adoption, procréation médicalement assistée. Mais si vous regardez dans le droit français, le mot filiation, il intervient dans le Code civil dans deux chapitres. L'un qui touche à la famille, c'est ce dont je viens de vous parler, et l'autre qui touche à la nationalité. La filiation, ça définit d'une part le lien familial et d'autre part l'appartenance nationale. C'est-à-dire, c'est le lien du sang. Et on voit bien combien ça résonne avec des préoccupations qui sont très présentes aujourd'hui, la question des Français de souche. C'est-à-dire, est-ce que la nationalité, elle nous est donnée par notre sang? On voit bien l'idée qu'il faut préserver une filiation naturelle. Ça peut jouer face à l'homosexualité, historiquement présentée comme contre nature. Et donc, l'homophobie va dire l'homosexualité est contre nature, donc il faut préserver la filiation naturelle. Mais on voit bien comme ça résonne avec un autre discours sur la xénophobie. C'est-à-dire, la filiation naturelle, c'est la filiation par le sang. Et ça n'est pas du tout anecdotique. Si on voit dans le détail du débat sur le mariage, vous avez peut-être remarqué que
en gros, en France, et encore une fois, c'est pas partout pareil, en France, certains vont être contre tout. Enfin, et le mariage, et l'adoption, et la PMA, et la gestation pour autrui, GPA, etc. Et après, il y a tous les degrés intermédiaires. Mais les degrés intermédiaires ne sont pas dans le désordre. Donc, on peut être contre tout. Ou bien, si on est pour une seule chose, on sera pour le mariage. Il y aura d'accord pour le... Enfin, éventuellement, on peut être pour l'union civile. Ce serait une sorte de sous-mariage, etc. Mais sinon, on va dire, je suis pour le mariage. Mais non, les enfants, pas l'adoption, pas la PMA, etc. Si on va jusqu'à être pour deux choses, on sera pour le mariage et l'adoption. Et si on va jusqu'à 3, on rajoute la PMA. Et si on est complètement échevelé, on rajoute la gestation pour autrui. Donc il y a une séquence. Et ça n'est pas naturel, puisque aux États-Unis, par exemple, c'est le contraire. Hein. Aux États-Unis, il y a un juge à Hawaï en 1993 qui disait bon, bah, écoutez, ils ont l'air d'être des bons parents, peut-être qu'on devrait leur donner le mariage. En France, on ne dit pas ça du tout. On dit si c'est des bons époux, peut-être qu'on leur donnera des enfants. Vous voyez bien, la logique n'est pas la même. Donc c'est pas universel, c'est des logiques qui tiennent à des constructions historiques, sociales, etc. Or, qu'est-ce qui se passe pourquoi la PMA pose-t-elle plus problème en France aujourd'hui que l'adoption? Alors on peut se dire, bah oui, c'est naturel, mais pourquoi? Mon hypothèse, c'est que ça a à voir avec le fait que l'adoption, on sait bien que c'est pas naturel. On sait bien que c'est pas naturel. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'adoption est souvent internationale. Autrement dit, très souvent, aujourd'hui en France, les enfants adoptés n'ont pas la même tête que leurs parents. Donc on sait bien que c'est pas naturel. Donc c'est moins gênant de l'ouvrir aux couples de même sexe qui ne sont pas naturels. C'est pas moi qui parle, hein, c'est le discours indirect libre. Donc ce n'est pas mon point de vue, je ne voudrais pas qu'il y ait malentendu. C'est le point de vue que je critique. En m'entendant moi-même, j'ai eu peur un peu. C'est qui ce type? Donc ça, c'est pour l'adoption. Et si vous regardez la procréation médicalement assistée, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on n'utilise plus jamais l'adjectif artificiel associé à procréation médicalement assistée. Plus jamais. On n'entend plus personne parler de procréation artificielle. Je ne veux pas dire que c'est particulièrement artificiel, mais avant, on disait un peu ça. Maintenant, plus personne. Autrement dit, c'est devenu naturel. C'est très intéressant, puisque c'est une intervention de la médecine, une technologie. On pourrait imaginer que ce n'est pas ça la nature. Or, tout le droit de la PMA a été construit pour faire comme si c'était la nature. Il faut que ce soit un couple composé d'un homme et d'une femme, en âge de procréer, etc. Toutes les conditions sont des... Il n'y a pas besoin d'être marié, etc. C'est comme si c'était un coït sympa et que, voilà, ça résulte, etc. Donc tout se passe comme si on était dans la reproduction naturelle, biologique. Du coup, on comprend pourquoi. On dit, ah ben non, quand même pas les homosexuels. On va quand même pas toucher à ce qui est perçu comme très très naturel, bien que ce soit artificiel, à savoir la PMA. Mais du coup, la comparaison avec l'adoption internationale révèle un autre élément qui est rarement dit et que je trouve, pour ma part, très important. C'est qu'aujourd'hui, moi j'ai entendu des gens expliquer, y compris dans des cadres politiques, qu'il était important de ne pas ouvrir la PMA, donc procréation médicalement assistée, à des couples de même sexe, parce que c'était rompre avec la vraisemblance. La vraisemblance de la filiation. Parce que quand même, vous voyez deux hommes, vous voyez bien que c'est pas vraisemblable qu'ils finissent par avoir un enfant. Vous voyez deux femmes, c'est pas vraisemblable, etc. C'est pas vraisemblable, effectivement. Mais ça veut dire quoi la vraisemblance? Ça veut dire entre autres la ressemblance. Ça veut dire les enfants qui ressemblent aux parents. Vous voyez bien que ça ne marche pas pour l'adoption internationale. Enfin, jusqu'à un certain point, et sans vouloir entrer dans les détails, mais en tout cas, ils sont susceptibles de ne pas avoir la même couleur de peau que leurs parents. En revanche, pour la PMA, pour que ce soit vraisemblable, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un tri racial. Un tri racial qui est fondé sur la couleur de peau, la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Imaginez si en termes d'adoption, on avait des parents potentiels qui demandaient à adopter en disant « Ah, mais je voudrais qu'il ait les mêmes yeux et les mêmes cheveux, etc. » On dirait c'est raciste, me semble-t-il. Ce qui est intéressant, c'est combien nous nous sommes habitués à l'idée que la PMA c'est naturel, mais le prix à payer pour entretenir cette illusion, c'est que les enfants doivent absolument ressembler aux parents, et que le prix à payer pour ça, c'est d'introduire subrepticement une racialisation de la filiation. Donc je crois qu'il y a un rapport entre les deux sens de filiation dans le Code civil
entre ce qui définit la nationalité par le sang, c'est-à-dire les Français de souche, pour le dire brutalement, et d'un autre côté, une filiation qui est supposée être naturelle, qui serait la filiation hétérosexuelle conjugale. Vraiment une question rapide parce que nous sommes... C'est parce que je suis très long et bavard. Non. C'est pas pour m'exprimer à titre personnel, c'est pour vraiment poser une question aux sociologues. En Italie, on a eu pendant très longtemps un parti important, la démocratie chrétienne. Au Mali, les Touaregs dits laïcs se sont fait ratiboiser par les milices armées islamistes. À la révolution en Égypte, ce sont les frères musulmans qui sont aujourd'hui majoritaires, en tout cas au pouvoir. Et en France, dimanche dernier, on a eu une forte pression de l'Église qui intervient dans la vie publique. Et la démocratie, normalement, politique, devrait régler les affaires publiques. En tant que sociologue, vous, comment voyez-vous l'évolution, aussi bien dans la révolution arabe, dans le monde arabe, que dans le monde en général? Est-ce que les religions vont continuer leur influence ou petit à petit va-t-on voir se laïciser la gestion des affaires publiques? Vaste question. Je vais essayer de répondre brièvement et de manière... en gros, c'est une tentative de réponse parce que c'est complexe et que voilà. Quelques éléments. La première chose, c'est que je serais prudent sur des situations sociales que je ne connais pas, donc sur le monde arabe. J'ai quelques idées, quelques idées qui sont générales, qui ne s'appliquent pas seulement au monde arabe, mais je serais prudent faute de connaître suffisamment empiriquement. C'est-à-dire, je pense que la première qualité scientifique, c'est de se taire quand on ne sait pas. Et donc, je vais donner une réponse générale qui serait vraie un peu partout. Donc, c'est une question de démarche. Et ensuite, je reviendrai sur l'exemple de la France ou des États-Unis. Premièrement, l'argument général, c'est que je crois que très souvent, on est tenté d'expliquer par la religion. Or, il me semble qu'il est sociologiquement plus juste d'expliquer la religion. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi à certains moments les gens se tournent vers la religion. Donc, lorsqu'on nous explique, par exemple, qu'il y a des terroristes parce que l'islam, en fait, la question c'est pourquoi ils vont choisir à un moment donné cette forme-là. Donc, il me semble qu'il est plus explicatif de ne pas présumer que la religion est une cause. La religion est une forme que peut prendre une pratique sociale ou une action politique. Si vous voulez, est-ce que par exemple les jeunes filles qui se sont mises à porter le voile en France, c'était à cause de l'islam? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il serait plus descriptif de dire qu'en fait, elles se sont emparées de cette référence religieuse pour dire des tas de choses. Ce n'est pas que l'islam les a poussées à ceci ou cela, me semble-t-il. Il me semble qu'elles se sont tournées vers l'islam. Très souvent, on voit dans le détail des pratiques qui ont été décrites par certaines de ces jeunes filles qu'elles sont allées chercher des cassettes, elles sont allées chercher des bouquins, elles sont allées, etc. Elles ont essayé de se composer un islam tel qu'elles avaient l'impression. Donc, ce n'est pas l'islam qui les a déterminées. Entre autres, on sait bien que, par exemple, sur le voile, ce n'est pas un héritage traditionnel, puisque très souvent, les jeunes filles qui portent des voiles, leur mère ne porte pas de voile. Bon. Donc, ce n'est pas une détermination culturelle et religieuse, c'est un langage que s'approprient des acteurs sociaux à un moment donné. Ça, c'est la réponse générale, et encore une fois, je serai prudent sur des mondes que je ne connais pas, mais je ferai l'hypothèse que cette même logique peut s'appliquer dans des mondes différents. Pour prendre l'exemple de la France ou des États-Unis, en fait, ce qui est très frappant, c'est qu'aux États-Unis, quand on voit l'importance de la droite religieuse, on se dit, bah voilà, il y a une sorte de prégnance de la religion très grande, etc. Sauf que, quand ça arrange politiquement, eh bien, d'un seul coup, on en parle beaucoup moins. Par exemple, le Tea Party, eh ben, c'est pas très religieux.
Donc en fait, il me semble que là-dessus, il y a une histoire politique des moments où les langages religieux sont les langages qui apparaissent comme dominants. Et la force de ça, c'est que ça donne l'impression que c'est ancré dans la culture et que donc on n'y peut rien. Ce qui est très efficace politiquement. Si vous dites, ah bah oui, bah dans notre société on est comme ça. Ou quand en France, pour prendre une comparaison provocatrice, quand en France vous entendez des gens dire, ah bah non c'est la République, on ne peut pas, etc. Ben, la République fonctionne un peu comme le christianisme aux États-Unis ou comme, etc. C'est-à-dire comme ce qui nous est donné comme la cause, alors qu'en réalité, ça va pouvoir être approprié de tas de manières différentes. La religion aux États-Unis, elle a pu servir à nourrir le mouvement des droits civiques, par exemple. Aujourd'hui, elle sert davantage, on l'entend beaucoup plus, en tout cas, du côté de la droite religieuse. Donc, la religion n'est pas l'explication ultime, elle est une forme, un langage qui va pouvoir être approprié à des fins différentes dans des contextes différents. Et si on regarde maintenant la France, et je termine brièvement là-dessus, je suis très frappé, effectivement, j'ai essayé récemment de réfléchir un peu autour de cette évolution. Si on compare la manifestation de dimanche qui a eu lieu, la comparaison que tout le monde a faite, c'était avec 1984, c'est-à-dire la manifestation pour l'école libre. Il y a des guillemets, comme pour mariage pour tous, ce sont des expressions utilisées dans le débat politique. Alors pour dire, il y en a moins, mais quand même il y en a, c'est la première fois depuis que, etc. Ce qui me paraît intéressant, c'est de mesurer l'évolution du rapport entre religion et politique. Au fond, on peut se dire qu'en 84, défiler dans la rue et la religion et la politique de droite. C'était voilà, contre François Mitterrand, contre... Aujourd'hui, on peut se dire que c'est un peu la même chose. Donc à certains égards, c'est comparable. Et entre-temps, c'est-à-dire entre 84 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Repensons au Pax. Au moment du Pax, on voit Christine Boutin qui sort une Bible à l'Assemblée nationale et tout le monde dit c'est scandaleux. Tout le monde. On dit ah non, en France on ne fait pas ça parce qu'on est un pays laïque. Résultat, Christine Boutin sera marginalisée après le Pax. Elle sera candidate contre Jacques Chirac en 2002. Qui est porte-parole de Jacques Chirac? Roselyne Bachelot. Donc, celle qui avait défendu, seule dans son camp, le Pax. Donc, la religion en 97, 98, 99, elle est assez discrète. Si vous prenez le texte de la conférence des évêques qui a été publié en 1998, il fait une page. Et il n'y a aucune référence religieuse dans ce texte. Aucune. Il n'y a pas l'évangile, il n'y a pas la tradition, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas rien. Il y a juste un moment pour dire que l'Église embrasse ses frères homosexuels ou je ne sais pas quoi, enfin, donc sur le versant positif. Mais aucune référence religieuse négative pour dire qu'il ne faut pas. Vous voyez aujourd'hui de longs textes publiés par la Conférence des évêques, par le grand rabbin de France, etc. Donc la religion est sortie du bois en quelque sorte. Mais si vous comparez maintenant, à nouveau, 84, donc on peut se dire, la religion qui était rentrée à la maison, si je puis dire, ou dans l'église, elle est ressortie dans les années 2000. Et pourquoi? Il y a pour des raisons qui, me semble-t-il, ont à voir avec les débats sur l'identité nationale. L'identité nationale, on nous a dit c'est la France laïque, mais aussi c'est la France chrétienne. C'est ce que dit aujourd'hui la droite forte, la motion majoritaire à l'UMP. Elle propose d'inscrire dans la Constitution l'idée que la France est un pays de tradition, un pays laïque de tradition chrétienne. Voilà, ça c'est la droite forte qui est arrivée en tête à l'UMP. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1984 et 2012, 2013? C'est que en 1984, ceux qui défilaient disaient que l'État nous fiche la paix. Aujourd'hui, que disent ceux qui défilent? Nous allons, nous, préserver le Code civil. Vous avez vu l'invocation du Code civil dans la manifestation de dimanche. C'est un renversement complet. Au lieu de dire « laissez-nous tranquilles, on reste dans notre coin », ça dit « on va se mêler de votre mariage ». Ce que beaucoup de gens font remarquer, c'est quand même, on n'est pas en train de parler du mariage religieux, ben, effectivement, l'Église parle aujourd'hui du mariage civil. Donc c'est un renversement. Mais ça veut dire que ça bougera. Et ça va bouger, me semble-t-il, à très courte échéance. La religion qui est très visible aujourd'hui va redevenir très discrète d'ici 6 mois, sauf si on relance le débat sur la PMA. Pourquoi? Parce que la droite va se rallier au mariage.
Donc une fois que la droite se sera ralliée au mariage, l'Église sera toute seule et elle ne sera pas suivie par ses fidèles. Donc, c'est fini. Merci. Excusez-moi d'avoir